Bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai décidé de faire la première vidéo d'une série. Une série dont je ne connais pas encore la fréquence, la régularité, et ni même si réellement il va y en avoir d'autres. Mais j'ai bien envie. Voilà, une série de vidéos sur le rêve, l'analyse du rêve et l'apport de l'analyse et de l'interprétation des rêves dans le travail. Psychothérapeutique, philothérapeutique, j'ai envie de dire, puisque c'est le travail que j'aime faire avec moi ou avec d'autres personnes. Philothérapeutique, le travail de dialogue, et le travail de compréhension de soi, pour pouvoir être un tant soit peu plus confortable, équilibré, sain dans sa vie de tous les jours. Voilà. Et pour ça, eh ben, je vais carrément vous parler d'un de mes rêves et tenter avec vous de l'interpréter. Alors pas la totalité du rêve, je vous expliquerai pourquoi, certains éléments qui me semblent plus pertinents que d'autres, et aussi en y mettant un sens quand même. L'idée c'est pas seulement de vous raconter qui je suis, c'est aussi, et peut-être avant tout, de donner des exemples concrets des éléments d'information que je vais vous donner là concernant le travail sur le rêve, en général. Voilà. Juste pour commencer, pourquoi je m'intéresse au rêve? Il y a un moment déjà que je me suis aperçu, franchement une bonne quinzaine d'années, que le travail que je faisais sur moi, psychologique et philosophique, suffisait pas à éclairer certaines zones auxquelles j'avais pas accès dans ce que je pourrais appeler mon état de conscience normal, si ça existe, en tout cas dans le panel d'états de conscience dans lesquels je navigue habituellement, voilà, dans ma vie quotidienne. Il fallait que j'aille creuser dans des états de conscience inhabituels, que je peux appeler paroxystiques, et qui pouvaient m'amener d'autres infos beaucoup plus pertinentes, et auxquelles j'ai pas accès normalement parce que je me les cache, parce que visiblement j'ai pas envie d'aller là-dedans, dans mon état de conscience normal. Et du coup, dans certains états de conscience qui pouvaient être amenés par des substances, par exemple, ça fait un moment que je travaille avec des plantes, ou par la respiration, ou par la danse derviche, ou par le jeûne, ou par la cécité. Voilà, et j'accédais à des informations, à des sortes d'enseignements, mais sous forme de, entre guillemets, révélation, c'est-à-dire un truc qui éclate à ma gueule en 2 secondes et je peux pas dire bah non, là, ça c'est, je le nie, là je peux plus dire ça. Et donc ça fait un moment que je travaille avec des états de conscience modifiés. Mais paradoxalement, quasiment jamais le rêve. J'ai mis longtemps avant de me dire que ça pouvait être vraiment intéressant d'aller creuser ces états de conscience modifiés, spontanés, que sont les rêves. Et en parallèle, du coup, j'ai monté mon activité de philothérapie, qui est beaucoup basée sur le dialogue et la tentative de comprendre l'univers dans lequel se situe chaque personne, parce que vraiment chaque personne est dans un univers propre. Évidemment, il y a des liens entre les univers, des liens très très forts, plus ou moins conscients d'ailleurs, mais n'empêche qu'on est quand même bien chacun, chacune, pas enfermé, mais en train de se mouvoir dans une petite bulle qu'on appelle notre monde, et que parfois on confond avec le monde. Et ça, c'est le travail philothérapeutique, d'arriver pour moi à cerner et comment on va dire, comprendre, pour amener la personne en face de soi à mieux comprendre son propre univers plutôt que de le projeter sans cesse sur les autres. Et j'ai toujours eu un peu du mal à faire un lien entre ce travail philothérapeutique de dialogue rationnel, en état de conscience normale, et toutes les expériences que j'ai pu faire et que j'ai pu faciliter aussi, diriger, mener dans des états de conscience modifiés. Et avec le rêve, j'ai une porte qui s'ouvre et qui est magnifique pour relier les deux. Parce que c'est un état de conscience bien modifié, où il y a plein d'informations, plein de matériaux bruts qui arrivent chaque nuit. Et en même temps, pour pouvoir y accéder vraiment, il faut faire un travail dialogique, c'est-à-dire un travail de dialogue à 2 raisons. Dialogos, 2 raisons, dialogoi on dirait en latin. Un travail de dialogue à 2 raisons, puisqu'il y a la raison de celle ou celui qui a rêvé et qui est vraiment importante, cette rationalité-là, sa capacité de comprendre ce qui s'est passé en fonction de ce que la personne connaît elle-même. Et il y a aussi la personne avec laquelle cette personne discute et qui parfois est plus à même qu'elle-même de la mettre face à des choses que
elle n'a pas forcément envie de voir spontanément, que du coup, elle n'arrive pas à conscientiser. Donc un travail à deux raisons, sur, donc philothérapeutique, comme je le conçois, sur le rêve, qui est un état de conscience modifié. Et en fait, pourquoi est-ce que c'est si important de pouvoir se pencher sur ses rêves? Ne vous inquiétez pas, hein, ça va arriver, hein, je vais vous raconter ma petite histoire. Pourquoi c'est si important de se pencher sur ses rêves? Et bien parce que je crois de plus en plus, et j'ai dans ma vie de tous les jours, forcément quand on croit quelque chose, les exemples arrivent, hein, pas toujours pour le mieux, mais bon, je crois que la santé mentale, l'équilibre dans la vie d'un individu dépend beaucoup du degré de conscience dans lequel on est par rapport à ses propres processus. Quelque chose qui nous est arrivé dans notre vie. Et je vois des gens autour de moi parfois qui s'enfoncent dans des fonctionnements psychotiques. Pas simplement névrotiques, c'est-à-dire où je vois bien qu'il y a des choses qui ne vont pas dans mon comportement et j'arrive pas à m'empêcher de faire ça, mais au moins je sais que ça va pas. Névrose. Mais psychotique, c'est-à-dire qu'à un moment donné, je suis tellement enfoncé dans mes pathologies et mes comportements pathologiques que je m'en rends même plus compte. Et ça, c'est assez incroyable pour moi de voir que des fois, dans un basculement comme ça, avec un événement de trop, on va dire, quelqu'un, à un moment donné, ne soit plus accessible. On ne peut plus discuter avec lui, c'est plus possible. Il est dans son monde, il a fermé les portes. Et il continue de vivre avec les autres, mais il n'est plus accessible. Et du coup, pour éviter ça, pour rester le plus possible équilibré, sain d'esprit, et du coup utile à soi-même et aux autres, faut pouvoir écouter ce que sans cesse nous disent les événements qui viennent nous chercher à des endroits où on n'aimerait pas forcément, les maladies, puisque le maladie, n'est-ce pas, comme dans le langage des oiseaux, qui viennent nous confronter à nous-mêmes, à des endroits où on n'aurait pas forcément envie d'aller, les accidents, et puis les informations qu'on se donne assez régulièrement, comme par exemple les rêves. Moi je pense, avec Carl Gustav Jung, que nos rêves sont vraiment des messagers. C'est-à-dire que ils nous apportent des informations et ils sont d'une extrême bienveillance avec nous-mêmes, parce qu'ils répètent, jour après jour, des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Donc ils sont des sortes de messagers pour dire, regarde, là, ce que tu vois pas dans ta vie de tous les jours, là, pourtant c'est gros comme une montagne, mais tu le vois pas. Alors bon, je te le montre. Et puis pour ça, je vais employer des moyens plus ou moins expéditifs. Ce qui fait que certains rêves peuvent être plus choquants que d'autres. On se réveille, on est mal à l'aise, on n'est pas confortable, on est angoissé. Les cauchemars, par exemple, en général, je crois, sont des messages vraiment très importants. Et du coup, le rêveur, entre guillemets, le scénariste, qui est une part de nous, hein, celui qui envoie le message, vu que le message n'est pas bien entendu par ailleurs, il va y mettre un peu plus de moyens, quoi. Tant que ça reste des rêves et qu'on se réveille en panique, j'ai envie de dire, c'est moins grave que s'il nous arrive une merde dans la gueule, un accident, une maladie. Du coup, écoutons nos rêves, je crois, quand même. Voilà, donc ça c'est une première hypothèse de travail, mais qui est assez forte chez moi, c'est de considérer que les rêves sont des messagers. Un peu comme des avertisseurs de danger. Quel danger? Le danger qui risque de nous arriver si on continue dans la voie qu'on a empruntée jusqu'à présent de manière un petit peu aveugle, sans voir ce qui est en train de se jouer. Voilà, c'est cette idée-là que j'ai aussi, que je vous expose, que quand on n'est pas tout à fait conscient de ce qui se joue dans nos comportements et de ce qu'on met en place spontanément pour tenter de manière sauvage de restaurer un équilibre dans lequel on n'est déjà plus, on agit de manière un peu comme un automate et donc de manière prévisible, quoi. Un automate qui est déterminé à produire certains effets, et du coup le déterminisme là a bon lieu de nous dire qu'on est prévisible, mais cette prévisibilité, elle est due que à notre inconscience et à notre ignorance de ce qui est en train de se jouer dans notre comportement. Si on éclaire un petit peu tout ça, on peut mettre en place de nouveaux comportements et on peut créer de nouvelles manières d'être. Donc espoir. Et pour ça, les rêves sont intéressants.
Et ouais, j'ai pas encore envie de vous raconter tout de suite le rêve. Je vais vous faire patienter encore un petit peu. Deuxième élément qui est super important pour moi dans la compréhension des rêves, c'est de poser l'hypothèse que, puisque mon rêve est un messager et qu'il me parle avant tout de moi, évidemment il me parle aussi des autres, parce que je suis en relation sans cesse avec les autres, évidemment il peut me donner des infos même très utiles et très importantes sur ce qui peut se passer avec d'autres personnes, voire pour d'autres personnes qui gravitent autour de moi, mais avant tout il me parle de moi. Il me parle de mon univers, et donc on peut considérer comme une hypothèse que tous les éléments de mon rêve, tous les personnages de mon rêve, parfois même les lieux, les couleurs, les objets, sont des parts de moi, sont des parts de mon système intérieur, sont des aspects de moi, des aspects de ma personnalité ou des personnalités qui cohabitent chez moi, ou dites ça comme vous voulez. Et donc cette idée-là, que je trouve magnifique et incroyable, que mon rêve, c'est un peu comme ce qu'on fait quand on met en place une constellation familiale et systémique, comme ma compagne fait, c'est son métier. On met en place une scène dans laquelle les différentes parts de notre système, intérieur ou extérieur, ça peut être des gens avec lesquels on est en relation, mais ça peut être des parts de soi, sont représentées par des personnes physiques dans le champ. Tiens, est-ce qu'un tel, tu veux jouer ma mère? Et est-ce qu'un tel, tu veux jouer ma part téméraire? Et est-ce qu'un tel, tu veux jouer, etc., etc. Et bien le rêve, c'est ça, toutes les nuits. Et c'est incroyable de se dire que toutes les nuits, on s'offre une constellation familiale et systémique dans chaque rêve, en mettant en place différentes parts de soi qu'on demande à jouer à des représentants. Et ces représentants, ces représentations, donc ce sont des images souvent, sont donc symboliquement renvoient à différentes parts de nous. Si jamais j'arrive à comprendre, comprendre ne serait pas le bon mot, je dirais poser une interprétation, une hypothèse de travail. Je vais dire comprendre pour faciliter les choses. Si jamais j'arrive à comprendre à quelle part de moi renvoie tel ou tel représentant dans mon rêve, telle ou telle représentation, alors là je fais un pas en avant dans ma vie. Parce que je comprends mieux mon système. Et du coup je peux créer à nouveau au lieu de refaire tout le temps les mêmes choses prévisibles. Et donc dernier élément important pour mieux comprendre ce que je vais vous dire par la suite. Il n'est donc pas question pour moi de savoir si une interprétation du rêve est vraie, entre guillemets, au sens correspondrait à la réalité de ce qui s'est passé. Parce que, en fait, déjà, c'est pas facile de savoir quelle est la réalité de ce qui se passe dans mon rêve, parce que je l'oublie, et aussi parce qu'il est multi-interprétation et qu'il contient une foule d'éléments tellement impressionnante que, en fait, exhaustivement, on ne pourra jamais arriver à comprendre totalement un rêve. Et puis ensuite, parce que ce qui est important, c'est pas de savoir si j'ai bien compris le rêve, c'est de savoir si ma compréhension, telle qu'elle est, mon interprétation du rêve est efficace. C'est-à-dire si elle me permet de bouger, si elle me permet de gagner en équilibre, de gagner en conscience, de gagner en santé. Et donc, si jamais une interprétation, quel que soit son degré de, entre guillemets, véracité objective, est efficace, alors je l'appellerai vraie. Je dirais, ok, ça, c'est vraiment important que tu te dises ça pour l'instant. La petite histoire que tu te racontes sur toi, à partir du rêve que tu as interprété, elle a l'air de porter ses effets et tu as l'air d'aller bien et d'être un peu plus équilibré en ce moment. Donc, vas-y, tu peux considérer que c'est vrai pour toi aujourd'hui. Demain, ça sera différent. Et donc, un même rêve que tu pourrais vivre à plusieurs années d'intervalle serait vraiment très très différent dans cette interprétation, même à 2 jours d'intervalle. D'où l'idée de contextualiser les rêves et de comprendre dans quelle situation tu fais ce rêve et de mettre en relation le rêve avec des situations problématiques dans l'actualité qui font que c'est la raison pour laquelle, d'après toi, tu fais ce rêve. Tu veux te donner tel ou tel message, tel ou tel avertissement dans ta vie. Et donc contextualise toujours le rêve. Attention, allez, un dernier élément, je crois que j'ai déjà dit ça il y a 5 minutes. Attention de ne pas confondre contexte et contexte. Attention de ne pas confondre matériaux et signification. Effectivement, nos rêves puisent des éléments symboliques, des éléments de représentation dans notre matériau de la vie de tous les jours ou dans ce qu'on sait qu'on peut comprendre. Par exemple, un bûcheron va rêver d'arbres à couper ou je sais pas,
un maître nageur d'éléments autour de son activité. Ça, c'est sûr et certain. C'est le matériau qui est utilisé. Ce qui ne veut pas dire que la signification du rêve soit à trouver dans le matériau. Et puis il y a aussi, dans le contexte de ce que vit la personne en ce moment, souvent moi, dans mes rêves, il y a des choses qui me proviennent de ce que j'ai vécu la veille. Mais ça ne veut pas dire que mon rêve me parle de ce que j'ai vécu la veille. Il utilise un matériau que je peux comprendre parce que c'est encore émotionnellement assez fort ou c'est encore vif dans ma conscience. Il utilise ça pour pouvoir me parler de quelque chose qui, ça se trouve, n'a rien à voir avec ça et qui concerne un tout autre problème que ce qui m'est arrivé hier. Donc le matériau, c'est ce que utilise le rêve, c'est les repentants si vous voulez. C'est l'ensemble des représentants utilisés par le rêve pour pouvoir amener un message qui soit compréhensible par une conscience. Et le sens ou la signification, eh ben, c'est ce pourquoi le rêve sert, ce qu'il est porté à m'apprendre sur moi, le message qu'il faut que je comprenne, et qui n'est pas forcément, comme je vous disais, lié directement au matériau. Alors, je vous donne un exemple, c'est parti. Avec ces quatre idées que je viens de vous exposer, je vous donne un exemple. Un rêve que j'ai fait, je crois, genre en novembre de cette année, parce que je note mes rêves tous les matins, j'en parlerai tout à l'heure. Alors, c'est un rêve qui se situe dans le lycée Ederario à Voiron, un lycée dans lequel j'ai été élève de la seconde à la terminale. Et dans mon rêve, je ne suis pas élève dans ce lycée, je suis prof de philo, parce que j'ai été prof de philo pendant 15 ans, mais jamais dans ce lycée, jamais à Ederario. Et donc, je suis prof. Et donc, ça m'arrive souvent, vu que j'ai été prof, de faire des rêves où je suis prof, qui ne concernent pas forcément ce qui m'arrive en tant que prof, et qui ne doit pas forcément me donner des indications sur mon métier de prof. D'ailleurs, je ne suis plus prof depuis maintenant des années, et je continue à faire des rêves dans lesquels je suis prof. Voilà. Et donc, c'est quand même intéressant de se dire, tiens, ça c'est un truc intéressant pour interpréter les rêves, c'est quand quelque chose est bizarre. J'ai jamais été prof dans ce lycée, et je rêve que je suis prof dans ce lycée. Mais j'ai été élève dans ce lycée. Du coup, est-ce qu'il n'y a pas un truc à aller chercher du côté de, tiens, dans quel domaine de ma vie je joue au prof ou je joue au leader, je joue à celui qui apprend, alors qu'il est en position d'apprentissage. Parce que finalement, quand on est élève, on est en position d'apprentissage. Quand on est prof, on est normalement en position de l'apprendre. Et ça me parle beaucoup de mon activité actuelle, dans laquelle, très clairement, je sens que je joue à faciliter des processus, à diriger même des fois des stages, on va dire, alors même que je suis en plein apprentissage et que moi-même je suis loin d'être fini, quoi. Et du coup, méfiance et prudence plutôt, prudence. Ça m'empêche pas de mettre ça en place, mais le rêve me dit, regarde là, est-ce que tu es à l'aise vraiment avec le fait que tu joues au prof alors que tu es en train d'apprendre? Premier exemple. Donc je suis dans ce lycée et je suis dans ma salle de cours. Et visiblement, j'ai donné un devoir à mes élèves. Et ça y est, c'est l'heure de rendre le devoir. Et donc, ils me rendent chacun leur copie. Et il y en a un, c'est un garçon, qui me rend une copie. Et en fait, cet élève, il a redoublé. Et il me rend la copie qu'il avait faite l'année dernière, quand j'avais donné le même devoir. Bon, déjà, jamais je ferais ça dans ma vie, de donner le même devoir que l'année dernière, comme certains profs. Je ne fais pas ça, je peux pas. Mais bon, dans le rêve, je fais ça. Donc déjà, c'est intéressant de pouvoir interpréter ça. Et lui, il me rend la copie qu'il avait fait l'année dernière, qu'il n'avait pas fini l'année dernière et qu'il a fini cette année. Et moi, je regarde ça et je me dis, tiens, est-ce que c'est OK pour moi que cet élève, au lieu de faire le travail que je lui donne cette année, voire de le refaire à zéro, il ait repris sa copie l'année dernière et il l'ait continué. Et je me pose la question 1 seconde 50 et je me dis, ouais, c'est OK. L'important, en fait, c'est qu'il ait fini le travail et que ce soit bien fait. Et je corrige sa copie à l'instantané, visiblement, hein, dans le rêve, c'est possible. Et je lui mets 17, ce qui est une bonne note. Et en même temps, un chiffre assez symbolique, qui est revenu dans d'autres rêves. Important, les nombres. 17, ça me parle beaucoup. Pour plein de raisons, mais là, si je rentre dans la symbolique, ça va faire une vidéo trop longue. En tout cas, je lui mets 17 sur 20 à cet élève. Et là, il y a l'inspectrice qui arrive. Donc, il faut savoir quand même que quand on est prof, l'inspecteur ou l'inspectrice, c'est l'angoisse. Hein, parce que c'est celui ou celle qui a pouvoir, par une visite de 1 heure toutes les années, voire tous les 2 ans, voire tous les 5 ans,
maintenant que les inspecteurs et inspectrices sont sur plusieurs académies, qui a le pouvoir de faire que votre avancement au niveau des échelons, et donc votre carrière, et donc la thune que vous gagnez, dépendent de cette heure de visite. Donc pour le prof qui en même temps est un bon élève, c'est-à-dire habitué à faire les choses qu'on lui demande, c'est angoissant. Et donc pour moi aussi, visiblement, ça l'est, même si je me suis toujours défié en disant je m'en fous des inspecteurs. Donc l'inspectrice qui arrive et qui regarde ça, qui dit, mais attends, là, cet élève, il continue la copie de l'année dernière, alors que normalement, il devrait faire la copie de cette année, quoi. Et toi, tu lui mets 17. Et je lui dis à l'inspectrice, ouais. Et j'assume. Et j'en prends la responsabilité. Je me rappelle très bien lui avoir dit, j'en prends la responsabilité, c'est-à-dire que je me porte garant pour cet élève. Si jamais il y a une connerie, ce sera pour ma pomme. Parce que je suis le prof et j'en prends la responsabilité. Et donc elle me lâche, elle dit, ok, c'est bon, ça marche. Important comme élément, encore une fois, je vais y revenir juste après. Et je continue mon cours. Et là, du coup, alors un truc un peu bizarre, c'est que je dis aux élèves de me dire des phrases, des choses qui... Ah ouais, non, c'est ça en fait. Je leur demande de me dire qu'est-ce qui pourrait tomber comme sujet de philo au bac cette année. Et je les écris au tableau. Ce que j'ai jamais fait non plus dans ma carrière. Et du coup, ils me disent des trucs. Et il y en a un qui est au fond de la classe à gauche, là-bas, et qui lui me chante un rap. Et donc, il me chante un rap, mais un truc contestataire avec toute la merde humaine, les comportements, les injustices, enfin un rap quoi. Voilà. Et j'ai écrit les paroles de son rap au tableau. Et ensuite, je les lis à voix haute, en mode, comme si c'était un texte de philo quoi. En mode, c'est vraiment important parce que c'est venu d'un élève et du coup c'est sincère et authentique. Et en même temps, il y a quelque chose à comprendre et du coup, je le lis aux autres. Voilà. Et le cours se termine comme ça et le rêve se poursuit. Avant que le rêve se poursuive, j'ai envie de voir avec vous qu'est-ce qui se passe dans ce... Alors évidemment, c'est une partie interprétative et en plus de ça, c'est ce que je vais vous faire comme interprétation. Là, c'est lié à ce que j'ai envie de vous faire comprendre aujourd'hui. Imaginons, posons l'hypothèse que tous les représentants que j'ai employés dans mon rêve sont des parts de mon système. Et que du coup, là, je me fasse un petit tableau de différentes parts de moi. Vraiment comme en voice dialogue, par exemple, pour ceux qui connaissent, ou en constellation familiale, mais interne, ou en IFS, Internal Familial System, de Richard Schwartz. Enfin bon, je suis juste face à moi-même. Donc il y aurait quoi comme part de mon système? Il y a cet élève qui, au lieu de recommencer un travail qu'il avait déjà commencé, le continue et le finit. Et donc cet élève-là, visiblement, moi, le prof, donc je suis dans ma part prof et dans ma part élève, parce que les deux sont des parts de moi. La part prof de moi accepte que la part élève, celle qui est en apprentissage, continue un travail qu'il avait commencé et qu'il n'a pas pu finir, plutôt que de recommencer à zéro. Et moi, je trouve ça génial quand j'y réfléchis, qu'il y ait une part de moi qui dise, ok, là, il y a un travail que tu n'as pas fini, d'ailleurs, tu as redoublé. Du coup, ça voudrait dire où est-ce que j'ai redoublé dans ma vie, finalement. Qu'est-ce que j'ai pas pu finir et que je dois continuer. Non pas recommencer, mais continuer. Encore une fois, c'est un truc qui me parle, sans aller beaucoup plus loin. Et du coup, la part prof, elle accepte que la part qui est en apprentissage, elle finisse le travail. Donc, cool. Et alors, il y a la part inspectrice que je connais bien, qui est aussi une part assez importante, celle qui juge, celle qui se juge, celle qui va se noter et se dire si ce que je fais c'est bien ou pas. Et en général, quand elle se juge de manière négative, la part critique, elle y va. Vous devez la connaître aussi bien celle-là. Hein. Elle y va pas par quatre chemins et elle est assez brutale quoi. Et visiblement, ma carrière dépend de cette part-là. Et mais vraiment, concrètement, dans ma vie. Du coup, cette part-là, elle intervient. Donc bonjour, coucou, ma part inspectrice. Et la part prof lui dit c'est ok. Je prends la responsabilité pour Patrick du fait que Patrick décide de ne pas recommencer à zéro mais de continuer un travail qu'il n'avait pas pu mener à bout à un moment donné. J'en prends la responsabilité, ça me concerne, laisse-moi faire. Donc elle dit à la part critique, c'est ok, je gère. Et encore une fois, je trouve ça génial à cet endroit-là qui est cette prise de responsabilité.
Et puis, troisième et dernier élément, l'élève au fond de la classe, à gauche, je sais pas si j'ai pas dit à droite tout à l'heure, faut les re-regarder, et qui lui te fait un rap contestataire en mode la société est malade, elle va pas bien, et tout ça. Et ça me parle beaucoup aussi de cette part de moi que j'essaie d'éviter souvent de voir parce qu'elle est tellement forte et prenante qu'elle pourrait prendre toute la place, qui est la part ultra sensible aux injustices, aux souffrances, aux misères, et qui du coup souffre énormément, on va dire en gros d'être dans ce monde avec les rapports humains tels qu'ils sont, et qui du coup souvent est un peu enfoui sous une part résolument optimiste et qui a envie d'apporter sa petite pierre à l'édifice et de changer les choses, mais l'autre part qui est plutôt du coup cynique, est plutôt désespérée, est plutôt en mode il n'y a pas grand chose à faire quoi. Je la connais bien, et donc là elle me fait un rap, et je la prends en compte et j'écris ces paroles au tableau. Ça veut dire que, encore une fois, dans mes différentes parts, là, il y a, jusqu'à présent dans le rêve, un certain équilibre, avec une prise en compte de tous les aspects. Celui qui, effectivement, redouble et n'a pas fini, et donc est en mesure de continuer, parce qu'on l'autorise. Celui qui vient juger, mais je lui dis c'est ok, là, tu n'as pas besoin de venir saquer le travail, c'est bon, j'en prends la responsabilité. Celle ou celui qui est plutôt cynique au fond de la classe à faire son rap sur la société qui est malade, et je le prends en compte et je lui donne voix au chapitre. Et du coup, il y a comme un équilibre, un truc comme ça. Donc, plutôt cool. Sauf que ensuite, dans le rêve, ça va se corser. Pourquoi ça se corse? Eh ben, parce que c'est la pause de midi, ça y est, j'ai fini mon cours et je sors. Donc moi, Patrick sera le prof de philo dans mon lycée. Je sors et je vais manger normalement, parce que c'est la pause du midi, normalement on mange à midi, et il y a la cantine et tout ça. Mais en fait, il y a des élèves qui ont commencé une partie de football dans la cour, et je me sens attiré pour aller jouer vers eux, jouer avec eux, je me sens attiré vers eux pour aller jouer avec eux. Mais ça pose deux problèmes, et je m'en rends bien compte parce que je sens qu'il y a un malaise dans mon rêve. Le premier problème, c'est que normalement je devrais me reposer avant de recommencer les cours l'après-midi, mais que je ne me repose pas, parce que je vais jouer au foot. Et deuxième problème, c'est que ça crée quand même une relation avec mes élèves, d'aller jouer au foot avec eux, qui est une relation dans laquelle je ne suis pas totalement à l'aise. Une relation à la fois trop proximale, et comment rester prof, autorité, etc., quand on va en même temps se mêler à ses élèves pour aller jouer au foot avec eux. Et puis aussi, je sens bien dans le rêve que ils sont bien meilleurs que moi. Parce qu'eux, ils savent vraiment jouer au foot. Et moi, en fait, je suis vraiment une merde par rapport, quoi. Donc, je vais me mettre la honte et je vais pas réussir à choper un ballon. Et du coup, l'image que je vais avoir auprès des élèves va quand même changer, quoi. Donc, je suis assez... comment on va dire? C'est important, l'image de moi que je donne aux élèves. Pas que dans le rêve, en général. L'image de moi que je donne aux autres est super importante. Et du coup, des fois, je peux me mettre un peu en situation de danger. En donnant une image de moi, en faisant certaines choses. Alors pourquoi est-ce que j'ai envie d'aller jouer au foot comme ça avec eux alors que je sais tout ça? Il y a des raisons aussi. Et donc il faut que j'arrive à comprendre ces raisons. Qu'est-ce qui fait que je me mets en situation de risque ou de danger par rapport à d'autres personnes, par exemple que je peux avoir en accompagnement, alors que je sais bien que ça me met en situation de danger de faire ça? Et donc c'est super intéressant comme question et comme apprentissage. Je ne vais pas jusqu'au bout des réflexions à chaque fois, parce qu'après, quand ça commence à concerner trop des domaines de mon intimité, que je n'ai pas forcément envie de livrer, là je choisis, et je vais vous en parler aussi un peu plus tard dans la vidéo, de ne pas aller jusqu'au bout de certaines interprétations, pour garder des parts aussi privées. Donc, là, je suis au bord du stade de foot, et il y a un élève qui me fait remarquer que j'ai pas les bonnes chaussures. Donc je regarde mes chaussures, et il me dit, avec ces chaussures-là, c'est sûr, si tu joues au foot, tu vas te tordre le pied, quoi. Et moi, je regarde mes chaussures, et effectivement, c'est pas des chaussures pour jouer au foot, quoi. Et je regarde dans mon sac, et il n'y a pas d'autres chaussures. J'ai que celle-là. Donc je lui dis, tant pis, je vais jouer avec celle-là. Et là, c'est intéressant de se dire, tiens, un petit travail symbolique. C'est quoi des chaussures? Encore une fois, qu'est-ce que symbolisent les chaussures? Ça peut être différent d'une personne à une autre, évidemment, mais quand même, quand on regarde des chaussures, c'est ce qui nous permet de marcher. C'est-à-dire ce qui nous permet d'avancer sur un chemin sur lequel on est. Marcher, en général, symboliquement, sur un chemin, c'est avancer dans, par exemple, le projet qu'on est en train de mener actuellement. Et du coup, pas avoir les bonnes chaussures, les chaussures adaptées. Entre parenthèses, ça m'est arrivé dans d'autres rêves, de ne pas avoir les bonnes chaussures. Il y a un rêve où
une fille avec laquelle je fais une chorégraphie dans un rêve, un spectacle. En fait, elle doit faire un spectacle de patin à glace et donc elle s'avance sur la patinoire, mais elle a des chaussures de ville. Et ce qui n'est pas très adapté hein, pour faire du patin à glace. Et le jury du spectacle lui fait, parce que c'est un spectacle devant un jury comme dans, je sais pas moi, The Voice, lui fait remarquer qu'elle n'a pas de patin à glace. Elle dit mais c'est pas grave, je vais faire ça avec une chaussure de ville. Et il lui dit non non c'est pas possible, tu n'as pas de patin à glace, tu sais patiner? Elle dit bah non, je sais pas patiner. Il dit mais alors tu fous quoi là quoi? Et donc elle est recalée. Voilà. Et parce qu'elle avait pas les bonnes, elle avait visiblement pas les bonnes chaussures quoi. Et là c'est pareil, je veux faire du foot alors que j'ai pas des chaussures pour faire du foot. Donc des chaussures, c'est ce qui me permet d'avancer sur mon chemin. Et visiblement, sur mon chemin, j'ai très envie de faire quelque chose. Là, je joue au foot en l'occurrence, mais j'ai pas le bon matériel. Et du coup, ça pose une question de tiens, est-ce que je choisis le bon matériel? Donc quoi? Les bonnes méthodes, les bons outils, les bonnes connaissances, tout ce qu'on peut imaginer pour pouvoir réellement avancer efficacement sur mon chemin sans me blesser. C'est-à-dire sans me mettre en danger. Parce qu'en fait, risquer de se tordre la cheville, c'est dans la vie de tous les jours, ça peut symboliser plein de choses. Quelque chose de beaucoup plus grave que simplement une torsion de cheville. Cheville qui, entre parenthèses, est quand même le truc qui fait qu'on reste flexible dans notre rapport à la matière, au sol, à la matérialité. Et que du coup, si jamais je me tords la cheville, je vais être beaucoup moins flexible ensuite. Et donc, ça va me poser un certain nombre de problèmes. Donc tout ça, ouais, ça concerne ma vie. Et puis, juste aussi, les chaussures, bah, c'est effectivement l'endroit qui protège le pied des blessures potentielles du sol. Et puis, avant tout, c'est l'endroit qui permet au pied de se poser au sol en toute sécurité. Et le sol étant la matérialité, l'ancrage, le fait d'avoir les pieds sur terre et pas dans la lune, c'est vraiment important d'avoir des chaussures qui marchent bien, qui protègent bien, qui fonctionnent, quoi. Voilà. Et donc là, comment je pourrais interpréter ça? Il y a plein de manières d'interpréter. Mais visiblement, les chaussures dans ma vie, les outils, les accessoires, les méthodes que j'emprunte actuellement pour pouvoir avancer là où j'ai envie d'avancer, elles ne sont pas vraiment adaptées. Et du coup, j'ai pas un bon ancrage. J'ai pas, la manière dont je pose mon pied à terre, mon ancrage, est pas optimal et je pourrais même me blesser si je continue comme ça. Donc là, il y a un avertissement, clairement. Il y a un avertissement de regarde un petit peu ce qui se passe dans ta vie aujourd'hui et là où tu pourrais ne pas être adapté avec des mauvaises chaussures et du coup, tu te mets en danger. Ça me parle, hein. Voilà. Je ne vais pas aller plus loin, mais ça me parle. Je continue. Et en fait, je ne jamais jouer au foot dans mon rêve parce qu'à un moment donné, je sens que j'ai super envie de faire caca. Juste après que la personne me dit que j'avais pas les bonnes chaussures, entre parenthèses. Encore une fois, ça me parle beaucoup dans ma vie, mais là, si je vais là-dedans, ça va être carrément trop intime, du coup, je vais pas y aller. Mais ça, quand même, un petit peu, la question serait qu'est-ce que ça symbolise le fait d'avoir envie d'aller à la toilette? Qu'est-ce que ça